là, avec Emmanuel, on a compris qu'on avait du mal à former des médecins. Et donc, nous, collectif Santé en danger, on demande une réforme totale des études de médecine. Hein. C'est ça, hein. Enfin, c'est ça, nous, notre... Maintenant, ce qui est important, c'est de donner la parole à un représentant des internes, Guillaume Bailly, que je ne vois, qui est là-bas. Merci, Guillaume. Parce qu'en fait, on ne s'est jamais vu, on s'est parlé. Beaucoup, on ne s'est jamais vu. Parce que quand vous avez passé le CN, après, vous devenez interne. Et moi, ce qui m'importait beaucoup, c'était, Guillaume, je te remercie. Guillaume, t'es encore interne? T'es encore interne. Docteur Junior. La présence de ce garçon-là est importante parce que c'est le président de l'ISNI, le syndicat des internes. C'est un syndicat qui est hyper important. Tu nous fais l'amitié, la confiance de venir de Paris exprès parce que tu vois, Guillaume, en fait, la logique de notre programme, c'était de se dire, bon, on a du mal à former des étudiants et puis il y en a quand même qui arrivent à se former. Et puis les internes, moi, je voudrais avoir l'avis des internes sur le système de santé tel qu'il est aujourd'hui. Et tu vois, de tous les sujets, toi, tu as des médecins généralistes qui disent on a besoin de médecins, tu as des psychiatres qui disent on a besoin de médecins, des urgentistes, mais vous allez faire quoi les internes? Quel regard vous avez sur tout ça? C'est un peu anxiogène quand même. Et puis en plus, vous avez des problématiques un peu propres aux internes. Bref, à toi de jouer, dis-nous ce que tu as envie de nous dire, ta carte blanche. Merci beaucoup pour ton invitation. Paris tenu, hein. J'ai quelques minutes pour vous parler d'internat, ça va être compliqué, mais on va y arriver tous ensemble. Alors déjà, oui, j'arrive de Paris. 10 minutes, Guillaume. J'ai 10 minutes. Et puis tu as des questions, et puis après on reste, on va boire un verre, on papote. Donc, impeccable. Tout va bien. Donc, fait, la soirée. Là, ce sera une entrée en matière, et bien évidemment, on continue derrière avec grand plaisir. Donc merci pour l'invitation. Oui, je viens de Paris, j'ai eu 2 heures de retard de TGV, donc je me suis pris 6 heures de TGV, mais je suis hyper content d'être là ce soir pour parler de tous ces sujets. Alors déjà, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le titre de l'intervention. Le titre d'intervention, c'est « Les internes les plus jeunes médecins ». Il est bon de rappeler qu'un interne, c'est un médecin. Vous savez, on entend assez régulièrement que les médecins, que les internes sont des étudiants, ce qu'ils sont aux yeux de la loi, mais ils ont un double statut qui fait qu'ils sont aussi des professionnels de santé en formation. Ce double statut qui est une ambiguïté absolue, qui leur donne des désavantages sur tout un tas de terrains. Je vous prends l'exemple de la parentalité. Aujourd'hui, une interne en médecine ne peut pas avoir un congé maternité de 16 semaines, tel qu'il est prévu par la loi, et valider son stage hospitalier. C'est mathématiquement impossible. Et donc, je suis une neurochirurgienne, je fais 12 ans d'études, j'ai un enfant, je suis obligé de redoubler au moins un semestre, voire 2, donc je fais 13 ans. J'en veux 2, 14. Vous voyez, c'est un très bon exemple qui montre que l'interne, qui constitue quand même 30 à 40% du personnel hospitalier, et sans qui on n'avancerait pas, et je te remercie sincèrement d'avoir appelé ça, aujourd'hui, il n'arrive pas à se placer dans cet écosystème. Il a ce double statut qui fait que je ne vous ai pas du droit social, je vais vous parler du temps de travail, évidemment, puisqu'on est bien évidemment l'ISNI, nous aussi, on est en procès avec tous les CHU de France. On les a mis devant les tribunaux suite à la décision du Conseil d'État de juin 2023 qui sommait les CHU de mettre en place un décompte horaire, fiable et accessible. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas tellement de savoir si les internes dépassent ou non le temps de travail, ça on le sait. On a fait une enquête en avril 2024, donc c'est tout récent. On avait plusieurs milliers de répondants et on avait en lumière qu'un interne travaillait en moyenne 59 heures par semaine. Pour les chirurgiens, c'était 75 heures. Ce sont des moyennes. Ce qui fait que les champions des champions, là, encore une fois les neurochirurgiens, arrivaient à 110 heures semaine. Et bien évidemment, à l'issue de ces 110 heures, ils n'arrivent pas à faire de la paperasse, hein, ils sont toujours en train d'opérer les gens. Ça peut être votre frère, votre sœur, n'importe qui est du coup entre les mains de quelqu'un qui n'a pas dormi parfois depuis 30 heures. Ça m'est arrivé de masser un patient au bout de 30 heures de non-sommeil. Vous voyez, je peux vous assurer qu'on a les yeux un peu moins en face des trous à ce moment-là. Donc le temps de travail, l'ISNI, on se mobilise dessus, conjointement avec les autres syndicats. Je tiens à le préciser qu'on est... C'est donc le syndicat des internes, hein, vous l'avez compris. Oui, pardon, j'ai pas fait la petite publicité, bien évidemment, mais on est le premier syndicat représentatif. On a 30 000 internes en représentation, donc c'est un gros boulot. Et on a à la fois les internes de médecine générale, donc ce qui fait qu'on a aussi cette vision ville-hôpital hyper intéressante, et puis toutes les autres spécialités, car les généralistes sont des spécialistes à part entière, il est bon de le rappeler. Et donc on est particulièrement impliqué sur cette nouvelle année de médecine générale, je pense que vous en avez tous entendu parler là où vous êtes, qui fait que c'est compliqué. On a rajouté une 4e année, et puis on ne s'est pas posé forcément les bonnes questions, qui sont celles de la formation avant tout, qui sont celles de l'accès aux soins, qui sont celles finalement du bien-être de ces étudiants à qui on a rajouté cette année,
qui vont la réaliser bien évidemment dans les mêmes conditions que leurs confrères et leurs consoeurs, c'est-à-dire au mépris de certains droits fondamentaux que j'ai pu vous rappeler. Donc finalement, on essaye de se placer ici dans tout un tas de combats, appelons-les comme tels, et qui fait que petit à petit, on avance pour les 30 000 internes. Je l'ai dit, on représente 40% du personnel médical et puis hospitalier, et à l'hôpital, on prescrit jusqu'à 70% des prescriptions médicales. C'est-à-dire que si demain, vous n'avez pas d'interne, l'hôpital, le monde hospitalier, le monde libéral, le monde salarié, peu importe, c'est pas qu'il n'avance pas, c'est qu'il s'écroule. Donc le jour où les internes se mettent en grève, ça c'est un petit peu, vous savez, le fantasme, parce que c'est compliqué, hein, on va dire que notre vocation, c'est à la fois notre meilleur allié puis notre pire fardeau. On n'arrivera jamais à se mettre en grève et donc on n'arrivera jamais à avoir de vraies sources de pression sur le gouvernement. Pourtant, il suffirait d'un seul jour pour que ça fonctionne. Moi, je le vois. C'est compliqué de mobiliser mes internes. Et je vous ai dit, j'ai organisé des grèves. Hein. Voilà. C'est pas du tout un truc pessimiste et je t'avais promis au téléphone que, bien au contraire, je voulais vraiment vous dire que les jeunes sont engagés pour le système de santé. Je pense qu'on voit aussi beaucoup de difficultés et je pense que notre pays est en crise, hein, quel que soit le secteur dans lequel on opère, tous les services publics sont en grande difficulté. La santé aussi, ça ne fait pas exception. Et ce que j'aime à dire un peu aux plus anciennes générations, c'est qu'il n'y a pas, absolument pas, de combat de génération, il n'y a pas de combat d'idées. J'en suis convaincu. Nous sommes dans une espèce de continuité et nous-mêmes, jeunes internes, jeunes médecins, médecins d'aujourd'hui et de demain, on a besoin d'avoir des modèles, des gens sur qui avec qui avancer dans un esprit de compagnonnage, de bienveillance. Et les PUPH ne sont pas nos ennemis, au contraire. Un PUPH fantastique est un PUPH qu'on aura envie d'imiter, mais pas que. Je parle de PUPH, mais c'est parce que c'est le modèle hospitalier qui était plébiscité à une époque. On va développer aussi la recherche maintenant dans le milieu libéral. La médecine générale va avoir, je l'espère, avec les annonces de ministre de l'Enseignement supérieur, ce virage de la recherche, puisqu'il y aura 200 enseignants en médecine générale qui vont être formés dans les 5 prochaines années. Ce que j'aimerais vous dire, là, je pense que c'est vraiment essentiel, parce que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu incarner. Je suis à peu près à 2/3 de mon mandat. Je rendrai les armes en septembre, et je vois qu'on a pas mal avancé sur tout un tas de sujets. Moi, ce que j'aimerais rendre sur ma copie, c'est une petite modification réglementaire sur la parentalité, et je serai un président, on va dire, heureux, parce que je sais que je pourrais donner le combat derrière à une présidente ou un président, je ne sais pas encore qui sera élu. Peu importe. Ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que je pense que les jeunes médecins n'ont pas cette vocation à ne rien faire de leur vie. On a tous été sélectionnés, et ça a été rappelé par l'intervenant juste avant, à travers un parcours qui est quand même assez exhaustif. On est tous des bosseurs nés, on a tous fait une première année de médecine, on est tous rentrés dans ce parcours où de 8h le matin jusqu'à tard le soir, on bosse pour nos patients. Et si aujourd'hui, les jeunes médecins, les jeunes soignants, les jeunes infirmiers, peu importe, se posent la question sur leur travail, sur le sens du travail, c'est pas parce que ce sont des gens qui ne veulent pas bosser. C'est juste parce que ce sont des gens qui veulent donner du sens à leur métier. Et je ne dis pas que les anciennes générations n'en voulaient pas. Non. Ça veut juste dire que la société évolue. Vous prenez, mon grand frère travaille dans un tout autre milieu. Il travaille dans le trading. Alors le trading, c'est particulièrement compliqué, particulièrement inhumain. Je le vois un peu dépérir, je le vois perdre ses cheveux et je le vois se poser des questions sur son métier. Et ben, je peux vous assurer que d'ici quelques mois, il sera sorti de ce secteur-là pour faire un métier qui a du sens. Et auparavant, on se disait que la médecine faisait peut-être exception, qu'on était peut-être un peu tous avec le mythe du super-héros, à pouvoir tout accepter, tout vivre, tout encaisser. Et ben, je pense que les jeunes générations se posent plus de questions sur le pourquoi du comment, sur le sens de ce qu'ils veulent donner à leur métier et pour leurs patients. Ça ne fait pas d'eux des gens qui sont plus paresseux. Ça veut juste dire que quand on veut travailler 48 heures, on veut travailler 48 heures dans des bonnes conditions pour faire de la bonne médecine. Moi, j'adore cette phrase, elle n'est pas de moi. Je pense avant tout qu'un soignant, un jeune médecin qui va bien, d'ailleurs, c'est un jeune médecin qui soignera bien. C'est essentiel. Et c'est un peu le leitmotiv qui m'a fait avancer cette année à travers les différents combats. On existe depuis 1969, l'ISNI. On a 30 000 internes en représentation. Donc, autant vous dire que ça en fait du monde, ça en fait des idées, ça en fait des confrontations. C'est ce qui rend les choses assez riches. Et qu'aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire que, voilà, pour porter ce message, je te l'avais promis, Arnaud, que je ne serais pas là pour peindre un tableau à la Guernica, mais vraiment plus pour,
on va dire, un Magritte avec des couleurs, tout en étant tout à fait conscient qu'il y a des difficultés. Il ne faut pas s'entourer de licornes ni de rien, mais en tout cas, on a envie de bosser, on a envie d'aller en avant. Et je crois que voilà, je pense que c'est le message fondamental que je veux vous faire passer. On est conscient de tous les combats qu'on a encore à mener, on les mènera avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, et puis tout converge vers nos patients. Donc avec ce puissant moteur, on ne peut que réussir, j'en suis convaincu. Voilà. Tenu. Écoute, maintenant, on a le temps pour poser une ou deux questions. Ben, merci pour ces mots finalement très positifs. Du coup, en t'écoutant, tu sais, j'essaie de me remémorer interne. Et de me dire qu'est-ce qui était important pour moi. Moi, j'étais content quand on était gentil avec moi, en fait. Ouais. J'étais interne. Quand on se foutait pas de ma gueule parce que je savais pas intuber, quand on me stressait pas, quand on manifestait une confiance envers moi qui était parfois pas légitime. C'est vrai, et là, donc c'est de la bienveillance. J'ai une question un peu haute. Tu vois, moi j'ai 48 ans, donc mon internat il est loin. Dans le collectif Santé en danger, finalement, tu vois, on n'a pas beaucoup de jeunes. C'est pas un reproche, hein. Mais tu vois, les gens qui se mobilisent en ce moment, bah, toi, l'ISNI, tu as la tête d'un mouvement qui se mobilise aussi, mais le collectif Santé en danger, toi, on s'adresse à plein de professionnels, aux usagers. On est un peu plus âgés que vous, souvent. Quel regard tu as là-dessus, tu vois? Je me disais, les internes, quel regard ils ont sur des gens comme nous qui nous mobilisons pour alerter sur les déserts médicaux, sur tout ce qui sera votre exercice demain en fait. Est-ce que tu as le sentiment que les internes en ont conscience de cela? Alors, tu vois, des combats menés, pas du diagnostic, parce que le diagnostic, vous faites le même que nous. Là-dessus, il n'y a pas de souci, on bosse ensemble de toute façon. Je vais plus loin que toi, oui, tu l'as dit, sans interne, il n'y a pas de garde aux urgences, il n'y a pas de garde en réanimation. Il n'y a parfois pas de garde en maternité. Enfin voilà, il faut quand même avoir conscience des choses. Hein. Est-ce que tu as le sentiment que dans l'ISNI, on te rapporte ça? Une petite inquiétude face au combat mené sur les thématiques que tu connais, dont on a parlé ce soir? je pense qu'en toute mesure, et c'est valable, quels que soient les sujets qu'on défend, il faut avoir une connaissance de son histoire. Et c'est parce que des gens comme toi se sont mobilisés quand j'avais mon âge qu'on a réussi à avancer aussi. Je prends l'exemple du temps de travail, je prends l'exemple du repos de garde, du repos de sécurité, qui pour vous, vous paraît peut-être... vous ne l'avez pas connu, peut-être. Nous... C'est la grève pour le repos de sécurité. Hein. Vous avez fait cette grève-là. J'étais avec un... Le repos de sécurité, pour ceux qui sont pas médecins, c'est qu'après 24 heures de travail, on va se reposer. On va se reposer, voilà. Pas non plus Club Med, hein. Et pendant des années, on bossait 36 heures. Voilà, d'affilée sans dormir, et au bout de ces heures-là, on n'était pas là, voilà, à faire de la paperasse. Voilà. C'est le SNSFAR, donc la partie anesthésie-réanimation, qui a obtenu ça. Donc forcément, nous, si vous voulez, on a un petit peu cette mémoire collective, et c'est hyper important de l'avoir. Les vieux, entre guillemets, on est tout à fait conscient de ce que vous avez pu faire avancer, et nous, c'est une certaine forme d'héritage qu'on a récupéré pour vous, et on est obligé, si vous voulez, pour être performant, de s'intéresser justement à cette mobilisation. Je pense à toi, je pense au SNSFAR évidemment, je pense au SNJAR, je pense à toutes ces structures auprès de qui avec qui on continue de bosser et qui fait qu'aujourd'hui l'ISNI est ce qu'elle est. En 1982, par exemple, puisqu'on parle d'histoire, il y avait un ancien président de l'ISNI que vous connaissez peut-être. Moi, j'ai appris qu'il avait été président de l'ISNI il n'y a pas longtemps, Philippe de Normandie. 1982, il a organisé la grande grève. Puisqu'on parlait en fait là du repos de sécurité, mais ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en 82, en fait, ils avaient fait la grève pour être payés pour leur garde. C'est-à-dire qu'ils faisaient 5 gardes et ils étaient payés au bout de la 5e. Donc vous aviez 4 gardes qui étaient faits pour les beaux yeux de l'État, gratuitement. Alors je ne sais pas quel terme pourrait s'appliquer à ce genre de travail. En tout cas, je vous laisse bien évidemment l'appliquer. Mais comme on est en formation, c'était tout à fait normal. Donc c'est-à-dire que vous faisiez... Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, oui, je pense que les internes sont tout à fait conscients. Évidemment, il y a un biais, parce que moi, je suis engagé, parce que moi, j'ai une certaine connaissance et une envie de connaître un petit peu. Je regarde beaucoup ce que font nos collègues infirmiers, les mouvements, les kinés. On organise, j'ai entendu, ça parlait un peu d'IPA, transfert de compétences. Pareil, hein, ça, je vous le dis, je veux mettre personne à dos par pitié. Je veux pas foutre la merde. Et je crois que les jeunes, on ne voit pas forcément d'un mauvais regard que les IPA arrivent sur le marché, entre guillemets. Il y a un élément qui est absolument
hyper important à comprendre. Promis, je reste dans le temps. En fait, je pense que notre système de santé est gangréné d'idées reçues qu'on a les uns sur les autres, des métiers des uns sur les autres. À l'ISNI, je vous donne un exemple, on organise un week-end par an où on rencontre les élèves directeurs d'hôpitaux. Avant ce week-end, on a la petite session de rencontre où on prend un petit tableau et on s'amuse à faire les préjugés qu'on a sur les différents métiers. Alors c'est hyper drôle. Nous, on leur dit que ce sont des énarques ratés, des théoriciens, des statisticiens, des gens qui sont déconnectés. Et puis eux, on est des râleurs, on est un manager. Bref, c'est hyper drôle. Et à la fin de ce week-end, bon, on a toujours quelques idées reçues, mais en tout cas, on a avancé. On a avancé, on s'est mis autour d'une table et on a eu l'occasion de se rencontrer dans un quotidien qui ne nous permet pas de faire. Je pense que la grande question autour des IPA, qu'est-ce qui pose problème ou ne pose pas problème, je vais rester volontairement neutre pour ne pas foutre la merde. Les IPA, moi je suis cardiologue, je travaille dans un tout petit hôpital qui s'appelle la Pitié-Salpêtrière, je ne sais pas si vous connaissez, c'est perdu dans le 13e arrondissement parisien. Les IPA, moi, techniquement, je les vois tous les jours, en fait. Je travaille avec elles. Et on a une espèce de dialogue entre les deux métiers qui fait que ça se passe bien. Elles viennent nous voir, elles nous posent des questions, les consultations sont organisées. Là où, en fait, ça devient compliqué, c'est quand les professionnels entre eux ne se rencontrent pas. Et que vous êtes dans un endroit où il y a un petit peu moins d'accès médical et paramédical. Et là, le patient va pouvoir avoir une IPA un jour, et puis le médecin généraliste 2-3 mois plus tard. Et là, il va y avoir une espèce de confrontation, parce que le médecin généraliste va dire « Ah là là, l'IPA, elle a arrêté tel médicament, elle a continué, comme ça. » Et donc, il faut créer des espaces de commun. Je ne sais pas si les CPTS sont la solution, c'est peut-être un peu trop, pour l'instant, pas assez mûr pour partir dessus. Mais en tout cas, le message fondamental, c'est qu'il faut se rencontrer. Je pense que c'est à travers des événements comme celui-ci qu'on arrive à le faire. Mais je les vois, hein, nos amis du gouvernement, c'est hyper facile pour eux de nous gouverner, paradoxalement, parce qu'on est très divisés. Vous prenez au niveau du secteur infirmier, que je connais un petit peu moins bien, mais vous avez les infirmiers de bloc opératoire, d'anesthésie, les IPA, et puis il y a des collectifs différents. Nous-mêmes, au sein de la médecine, on a les médecins généralistes, on a les cardiologues, les chirurgiens, et chacun prêche un peu pour sa paroisse. On a du mal à avoir cet esprit de corps qui, pour le coup, ferait qu'on serait, je pense, la meilleure communauté qui existerait dans cette société le jour où on arrivera à s'allier. Donc, pour faire une réponse un peu finale sur ce que tu me dis, on a tout à fait conscience de tout ce que vous avez apporté. On continue de suivre ce que vous faites. Et un jour, ce sera moi qui sera à ta place et qui accueillera un jeune et qui dira voilà. En tout cas, alors, je voudrais qu'on applaudisse Guillaume. Et je suis vraiment honoré par ta présence ce soir. Vraiment, j'insiste. Vraiment. Une question là-bas, mais rapide s'il vous plaît. Je suis en train de perdre tout le temps que j'avais gagné. J'espère que je ne vais pas me faire engueuler. Non, mais il faut que les deux derniers orateurs n'aient pas l'impression que la salle soit trop endormie. Je voudrais qu'on ait encore un peu de pêche. Alors, bonsoir, je suis infirmière. Je vais faire court parce que vous avez dit une petite chose qui n'est pas juste. Les IPA n'arrêtent pas le traitement des patients. Donc t'as foutu la merde. J'ai foutu la merde. J'ai foutu la merde. T'as foutu la merde. Non. Ah, c'est marrant. Et les CPTS, c'était pas du tout le sujet de son intervention. Les CPTS sont imposés. C'est un dispositif qui se met en place sur le territoire. Hein, c'est pas une vue de l'esprit. Et ensuite, quel est votre devenir après la fin de votre mission d'interne en cardiologie? Vous allez rentrer à l'hôpital, faire du libéral? Moi, je suis plutôt hospitalier. Je suis. Okay. Est-ce que Guillaume, qu'on va suivre ta carrière? Une dernière question. Elle vient peut-être de toucher sa fin là avec la prise de position. Non, alors. Une dernière question par rapport aux prescriptions, puisque vous savez que la Convention des médecins impose à tous ces nouveaux médecins qui vont s'installer sur le territoire de réduire les prescriptions et des infirmières et des kinés et des labos. Puisque vous êtes à l'hôpital. Il faut quand même que les gens puissent être un peu malades pour qu'on les euthanasie. Et si on continue à les soigner, comment voulez-vous que ça marche? Donc j'entends que effectivement, mais du coup, votre posture de médecin hospitalier dans la réduction des prescriptions pour faire descendre les dépenses de santé, à part l'euthanasie. Attendez, l'hôpital, moi je suis dans un établissement quasi hospitalier, ça n'existe pas ce que vous racontez. Oui. Ça n'existe pas. Et juste madame, moi j'ai pas de posture de médecin hospitalier, hein. J'ai 30 000 internes, donc je suis obligé de défendre
le libéral, le salarié et l'hospital. J'ai pas de drapeau. Hein. En tant que représentant, vous pouvez avoir une idée sur la question. Oui, bien sûr, mais j'ai une assemblée générale. Vous savez, on échange beaucoup de débats, décisions. Et juste pour revenir sur votre première intervention, rapidement, Guillaume, s'il te plaît. Promis. Non, en fait, c'est juste ce que je voulais illustrer, c'est les préjugés que les gens peuvent avoir sur les autres. Vous voyez, c'est le médecin généraliste qui va se dire, tiens, là, l'IP1, elle va m'arrêter le médicament, alors que dans les textes réglementaires, ce n'est pas la question. Et c'est ça qui va faire que quand vous allez créer un débat sur les IP1, une grève nationale va s'opérer parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de mauvaises ententes et de mauvaise compréhension des textes réglementaires. Je pense avant tout. C'est ce que je voulais illustrer par d'où l'importance de se rencontrer et d'échanger là-dessus. Voilà. Comme ce soir, en étant dans le collectif Santé en danger qui brasse toutes les professions. Anne Vernet, tu me promets une mini-question. Je voulais dire merci Guillaume d'abord d'être là. Tu n'étais pas là quand j'ai dit du bien des internes tout à l'heure, mais les autres témoigneront. Il n'y a pas de conflit générationnel, au contraire. Je crois que c'est grâce à vous aussi qu'on va avancer, parce que vous avez osé dire des choses qu'on n'a jamais dites sur le temps de travail, sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et très très rapidement, j'ai fait une enquête pour APH il y a 2 ans maintenant, pratiquement 2 ans, sur la permanence des soins qui s'appelait Nuit Blanche. On a posé plein de questions sur est-ce que vous êtes fatigué après les gardes, combien vous pensez que votre garde vaut, combien vous pensez que vous valez pour la société, combien de temps de travail vous pensez qu'il faut faire, etc. Et j'en ai fait une deuxième dans la suite, 1 an après, sur à peu près les mêmes thèmes. Et j'ai regardé les âges, les réponses. Bon, les réponses, elles vont dans le sens qu'on connaît. J'ai regardé la réponse par âge. Et je me suis dit, on va avoir les jeunes qui vont demander des choses un petit peu en dessous, et puis les vieux qui vont dire non, on est des super-héros. Eh bien, pas du tout. Il n'y avait pas de différence sur l'âge. C'est-à-dire que je regardais année par année, et j'avais mes histogrammes qui avaient la même hauteur. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que grâce aux jeunes, et c'est, je pense qu'aussi un message d'espoir, grâce aux jeunes et à leur insolence, eh ben les vieux, ils se sont dit, putain, on est vraiment trop cons, on s'est fait avoir, mais on va plus se laisser faire. Et je pense que c'est vraiment... voilà, un message d'espoir, c'est que les jeunes se bougent et qu'ils aident tout le monde, voilà, dans tous les métiers. Merci Anne. Encore merci Guillaume. Merci beaucoup d'être avec ton propos qui était vraiment inspirant.